Cela fait plus de 15 ans que Karim Duval s'est lancé dans l'humour après une carrière sérieuse d'ingénieur. Dans un style inimitable qui n'appartient qu'à lui, il allie sur scène stand-up, sketch et improvisation avec une écriture ciselée et un goût pour les thématiques universelles ancrées dans notre époque. Pour Dramaturgie, le podcast qui met en scène l'écriture théâtrale, Karim revient notamment sur sa méthodologie pour créer un spectacle tout en nous livrant sa définition toute personnelle de l'humour. Donc, bonjour Karim. Bonjour Julien. Tu viens à la base du monde de l'entreprise, en ayant été notamment ingénieur en informatique et mathématiques appliquées, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est marrant que tu viens d'eux, parce que je commence à... Ce genre de phrase me fait douter, c'est tellement loin. Ça a 15 ans maintenant, mais oui, je viens bien de là, je suis fait de ce bois, on va dire. Et du coup, comment on passe de ce bois-là à l'écriture du seul en scène ? Par l'écriture, justement. Comment on passe de... j'ai un peu par hasard. Le démarrage se fait par hasard, mais après, c'est pas un hasard. Dans le sens où moi, j'avais un job de cadre dans le sud de la France, où j'étais bien valorisé dans mon métier, d'ingénieur, chef de projet informatique. Et un collègue à moi, supérieur hiérarchique, et un peu le même profil, m'a dit au détour d'une discussion pendant un voyage professionnel qui prenait des cours de one-man show. Et ça m'a intrigué. Je lui ai dit, tiens, quelqu'un d'un peu semblable à moi fait ce genre de choses. Au fond, pourquoi pas moi, quoi. Et ce pourquoi pas moi, il venait justement faire écho au gamin que j'étais et qui aimait bien faire rire et qui a toujours aimé faire rire un peu ponctuellement. Étant bon élève, j'avais juste des petits pics de folie où parfois j'amusais la galerie. Et puis je suis un peu guitariste de fin de soirée, tu vois, qui chante faux, mais qui aime bien se donner en spectacle. Il y a un petit côté un peu égo, quoi. Et donc forcément, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il m'a filé l'adresse du cours dans lequel il prenait entre guillemets des cours de one man show où en fait ils écrivaient des sketchs, mais c'était vraiment dans le but de les jouer à l'occasion de la fête de fin d'année du cours, quoi. Et moi j'ai pris ça très à cœur, j'y suis allé, j'ai écrit des sketchs que j'ai joué devant les élèves. Et tout de suite, s'il se passait un truc, j'ai eu des rires, j'ai pris des bides, mais j'étais obsédé par l'envie d'écrire un autre sketch. Voilà. Mais assez vite, on m'a dit qu'il fallait écrire. Et ça, j'avais pas compris le truc au début. Moi, les comiques, c'était des gens drôles, sachant qu'en plus, à l'époque, moi j'ai grandi dans les années 90, mes comiques de référence, c'était quoi ? C'était Gad Elmaleh, c'était Les Inconnus, c'était quoi ? Elie Dieudonné, Ricky Ramsey, enfin des gens comme ça qui sont des natures comiques, des gens naturellement drôles et qui ont ce talent, cet art de te faire croire que c'est facile et que ça vient comme ça, quoi. Et donc je savais pas. Et la metteur en scène, enfin la prof de théâtre qui a ensuite élu metteur en scène avec son compagnon de ce que j'appelais un spectacle à l'époque, venait du cirque, du clown. Donc c'est vraiment pour le coup des gens qui écrivent des textes, mais qui écrivent aussi, qui mettent tout en scène, qui sont très très précis dans tout ça. Donc j'ai assez vite compris que c'était un métier. Et en tant qu'ingénieur, ça me va, en fait, moi qui ai un cadre, un texte. Donc en fait, l'écriture elle-même est venue assez naturellement. C'était mieux que... Moi je suis pas une nature comique, moi j'arrive à un repas, sauf dans mes grands jours de gloire, mais comme monsieur ou madame tout le monde, je retourne pas le dîner en sortant 3 vannes, quoi. Alors que t'as des gens comme ça, j'imagine Gad ou Danny Boone, quand ils arrivent à un repas, boum, ils prennent la lumière parce qu'ils ont ce truc, quoi. Moi, ça peut m'arriver, mais pas plus qu'un autre, voilà. Donc là, le fait que ce soit écrit, etc., m'a rassuré. Donc voilà, j'ai été amené à faire ça, et puis de fil en aiguille, ça a pris une autre ampleur, on va dire. Mais avant cela, c'était quoi ton rapport à l'écriture ? Avant ça, il était quasi nul, hein. J'aimais bien. J'ai plutôt un rapport au jeu. J'aimais bien imiter. Quand j'étais petit, imiter des voix, des personnages, des accents. C'était la décennie des accents. J'aimais bien reprendre des sketchs. C'est ça qui m'amusait, mais j'avais pas conscience du fait que c'était écrit. J'imitais des gens dont je pensais que ça sortait comme ça, quoi. Et l'écriture, j'aimais bien parodier parfois. Mais là, je te parle vraiment de quand j'étais gosse, quoi. Tu vois, j'aimais bien changer les paroles, parodier, quoi. Parodier des trucs pour... franchement, au début, c'était... Tu sais, quand t'es gamin, mais voilà, ça relève pas de l'écriture, hein, ça relève de... On appelle ça écriture plus tard, en se disant que c'est des balbutiements de parodie, mais
quand tu détournes des paroles pour te moquer d'un tel ou d'un prof, ou, voilà, on parle de ça. Hein. Mais c'était ça, ou des discours de mariage peut-être, où il y a un certain plaisir quand même, ouais, à dire tiens, je vais écrire un truc. Et si, maintenant que tu le dis, mais c'était plus limite de la réalisation, et je suis en train du coup de devenir cinéaste en direct en te disant ça, et scénariste. Non, j'avais... Maintenant, si, je me dis que c'est de l'écriture aussi. À l'occasion d'un mariage, j'avais dû faire une vidéo pour une copine qui se mariait. J'étais pas encore dans le One Man Show à cette époque, j'avais pas commencé ça. Et pour son mariage, j'étais allé interviewer des gens dans la rue. Donc j'ai déjà cette espèce de culot et ce plaisir à aller parler aux gens comme ça et leur dire tiens, est-ce que tu voudrais faire croire que t'es l'ami d'Elisabeth et en parler comme si c'était quelqu'un, voilà, et quelqu'un que tu connaissais bien et dire 3 mots sur elle, sachant que dans la vie elle aime ci, elle aime ça. Et c'était un peu de l'écriture, c'était un peu dirigé, tu vois. Alors je faisais écrire les autres, je faisais parler les autres. Mais il y avait déjà une notion de scénarisation pour raconter quelque chose un peu fake, quoi. Mais qui dit quelque chose de vrai sur la personne concernée. Mais voilà, ça relève de la mesure de bande de potes, quoi. Mais non, sinon j'avais... Non, il y avait des poésies comme ça, mais comme beaucoup de gamins écrivent, quoi. Mais ouais, c'était pas non plus... J'étais pas... On voit beaucoup d'enfants qui écrivent, qui remplissent, qui noircissent des cahiers et tout ça. J'étais pas comme ça. Ah si, tu le dis. Si, mais pour le coup, j'ai rien retenu. Mais ouais, on avait un groupe de musique. Donc on faisait des compos, quoi. Tu vois. C'était mauvais, c'est très mauvais. Et j'avais dû écrire quelques chansons en anglais. Dans un très mauvais anglais. Je m'en souviens pas, vraiment. Ok. C'est beaucoup trop anecdotique. Mais voilà, j'essaie de chercher dans ma mémoire. Mais non, ça a vraiment démarré quand j'ai commencé à écrire des sketchs. D'accord. Et là, ça fait maintenant 15 ans que tu fais de la scène. J'imagine que ton écriture a évolué en même temps que ton aisance sur scène. J'espère. Comment tu travailles tout ça, justement, l'écriture, quand tu la travailles? C'est au quotidien? Il y a plusieurs échelles. Il y a d'une au quotidien. C'est-à-dire qu'on est un peu, aujourd'hui, surtout à l'heure des réseaux et de faut créer du contenu, même si j'essaie de me défaire de ce il faut et de vraiment ne publier que quand j'ai un truc marrant à publier ou un truc à dire, fût-ce pour de la promo. Moi, j'aime pas faire une vidéo, tu sais, où tu dis salut, je joue à tel endroit et c'est tout, quoi. Je peux pas m'empêcher de digresser, le mettre dans un contexte tout le temps. Donc mais voilà, on est aujourd'hui amené à écrire tous les jours, mais c'est de l'écriture un peu jetable et un peu, mais qui est importante dans le sens où elle entretient un muscle. Voilà, cet exercice. Un muscle et surtout un éveil, un regard vif, ouais, très éveillé, très, 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 très à l'affût de ce qui se passe. Justement, un petit côté opportuniste, un peu usual suspects, tu vois. Je crée à partir de trois bouts de ficelle et j'essaie de regarder ce qu'il y a derrière toi, mais il y a 3 cartons de iMac, donc je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Mais oui, tu vois, il y a ce côté brodage, et puis broderie, et il y a ce côté aussi, après, il y a une écriture plus long terme. Il y a une écriture un peu plus moyen terme qui est celle de si j'écrivais des choses mais là un peu plus travaillée pour des vidéos par exemple, pour des chroniques, ça c'est de l'écrit. Alors moi j'aime pas sauter sur l'actualité, donc c'est plus des tendances de fond, mais les tendances du moment, tu vois. Là en ce moment c'est beaucoup l'IA, ça peut être, je sais pas, la géopolitique, ça peut être des choses comme ça où tu réagis un peu à ce qui se passe, mais moi c'est des choses qui s'inscrivent un peu dans la durée, hélas, mais voilà, c'est des tendances sociétales. Et après, il y a l'écriture de fond aussi, en vue d'un nouveau spectacle, et là, c'est des cycles plus longs. Donc, tu vois, c'est pas... J'écris tous les jours, mais c'est souvent pour servir le quotidien. Et parfois, il y a des prises de recul, et généralement, d'ailleurs, j'ai besoin de changer d'espace pour m'aérer l'esprit et prendre du recul et être sur un temps plus long, et donc plus durable aussi. Tu vois, parce quand tu écris un spectacle, tu écris pas pour griller le truc en 2 dates, quoi. J'aimerais bien avoir ce talent et ce luxe de pouvoir me dire j'écris un spectacle et puis un spectacle éphémère. Ça va m'usurer d'ailleurs, je pense que je le ferai tôt ou tard, mais bon, avec la qualité qu'il y aura derrière. Mais ouais, là j'ai besoin de prendre du recul, tu vois. Donc, justement, il y a plusieurs échelles. De ce temps long, de ton processus créatif pour un spectacle. Est-ce que tu as une méthode particulière? Est-ce que tu sais à peu près quantifier combien de temps ça te prend? Ou est-ce que c'est une écriture, j'imagine, qui évolue aussi au fur et à mesure du spectacle? Combien il y a de versions différentes avant qu'on arrive à la version qu'on voit sur scène?
Voilà, enfin... Alors pour ce qui est de la méthode, c'est difficile de dégager une méthode dans le sens où finalement, dans la carrière d'un humoriste, à part quand tu parles des plus grands qui en sont à 20 spectacles, mais moi je suis un humoriste, on va dire, pas spécialement, qui a une carrière quand même, qui commence à faire, qui a 15 ans de carrière, mais qui s'est fait aussi un peu en faisant des erreurs au début. Donc je suis à mon, on va dire, j'en suis à 4 spectacles et demi. J'en ai écrit un pour le Maroc et 3 pour la France. Je termine actuellement mon troisième, je suis en train d'écrire le quatrième pour la France, donc le cinquième et demi. C'est peu. Donc, et chaque spectacle s'est fait différemment. Une histoire, le premier, il s'est écrit en sachant que je ne savais même pas que ça allait devenir un spectacle, puisque c'est une accumulation de sketchs dont les premiers étaient juste des trucs que t'écrivais en atelier théâtre et qui après sont devenus un spectacle parce qu'il y avait une durée présentable à mes yeux sur scène. C'est devenu un premier spectacle, donc c'est pas du tout la même méthode que le deuxième qui était déjà un peu plus voulu, on va dire. Le premier, il est pas voulu, il est un peu subi. Et il arrive comme ça en fait, tu t'y attends pas et tu finis par t'avouer que oui, t'as un spectacle. Et tu finis par le défendre un peu comme un gosse que t'as pas voulu. Tu dis simplement, écoute, maintenant il est là, il faut faire avec. Deuxième, tu sais ce que c'est et tu aimes le premier beaucoup, donc tu dis, bah ouais, j'aime bien ça. Et donc, je l'ai écrit au bout de 7 ans, le deuxième. Et j'avais envie de raconter quelque chose de l'époque, c'était la génération Y, voilà, donc il y avait une espèce de tendance de société. Le troisième est né d'une espèce de colère, de colère liée au désordre, notamment désordre induit par les nouvelles technologies, les écrans, le scrolling. C'est vraiment ce qui nourrit mon spectacle actuel, que j'appelle Entropie, pour désigner justement ce désordre qui émane de l'ordre imposé par les écrans, mais qui génère du désordre. Donc voilà, et là donc, chaque spectacle est différent, mais le point de départ, je dirais, maintenant que j'ai l'impression d'écrire des spectacles voulus et fouillés, c'est, je pense, une émotion. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas vraiment de méthode, mais il y a un moment où tu te dis, c'est là. C'est là, alors là, le nouveau que je suis en train d'écrire pour le rodé à partir de janvier 2027, c'est ça, il s'impose de lui-même. Et donc, et après, il y a des histoires de cycle aussi, de spectacle. C'est-à-dire que tu dis là, si j'en lance pas un nouveau, c'est vrai que je vais me trimballer le spectacle d'avant encore un an, ça peut être long. Il y a aussi le fait qu'on est dans une époque où on est beaucoup plus créatif qu'avant. On pond du contenu beaucoup plus que les humoristes il y a 15-20 ans, qui avaient entre guillemets que leur spectacle et qui jouaient leur spectacle, des sketchs à la télé. Après, t'en avais qui faisaient des trucs un peu à part, tu vois, j'en sais rien, moi, les petites annonces, ou quoi, mais c'était pas comme là où on écrit tout le temps. Mais il y a quand même le point de départ, je pense. Le vrai, c'est une émotion. Tu vois, donc c'était une espèce de colère, de stress lié aux écrans. Là, c'est un peu dans la continuité. C'est pas un ras-le-bol, mais c'est. J'ai pas envie de trop dévoiler les thématiques du prochain, mais c'est plus une envie de moins et une envie un peu de me cacher en me cachant pas, puisque je veux en parler. Mais c'est. Voilà. J'en dis un petit peu sur le prochain spectacle, mais c'est un peu une envie de ce trop-plein, ce trop d'écran. C'est la réaction à ça, quoi. Et donc c'est sincère, quoi. Il faut que ça parte d'un élan sincère. Et après, la méthodologie, c'est pas très intéressant dans le sens où je nourris un peu un spectacle pour moi, et c'est ce qui fait que c'est marrant et que il se nourrit de ces 3 strates dont je parlais tout à l'heure, du très court terme et donc l'écriture de tous les jours. Donc, et parfois, c'est des blagues qui te passent par la tête dans la rue quand tu marches et tu fais une association d'idées, tu t'envoies un mail. Moi, je m'envoie des mails avec idées dans l'objet. Et après, je les regarde à différents moments et je les re-regarde à différents moments parce qu'il peut y avoir telle ou telle résonance selon le contexte dans lequel je les ouvre. Ça peut être du moyen terme parce que je me nourris bien sûr de lectures, de podcasts, d'expériences de vie. Et puis ça peut être du long terme dans le sens où voilà, c'est une émotion mais qui est durable et qui forge, je pense, l'identité du spectacle. Qui fait que, j'espère, dans le spectacle, il y aura quelque chose dont on se souviendra. Ce ne sera pas juste une succession de blagues, de vannes. Mais pour moi, ça doit être tout. Ça ne peut pas être une conférence ou un truc où tu donnes tes émotions, mais c'est pas drôle, quoi. Donc, ces 3 strates viennent contribuer à, d'une, l'efficacité, parce que voilà, c'est des blagues. 2, s'assurer que c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'époque.
Et 3, quelque chose qui me correspond et qui correspond à mon émotion du moment. Hmm. T'as vu, j'ai répondu à ta question. Ouais, super. Comment tu qualifies les spectacles que tu fais? Est-ce que c'est du seul en scène, du stand-up, du one-man show, c'est des choses différentes, un mélange de tout ça? C'est pareil, j'aurais tendance à. Je commence à être un vieux du métier parce que tellement le métier va vite. Et donc parfois je dis mon one-man show, parfois je dis mon seul en scène, parfois je me prétends stand-upper ou humoriste ou je sais pas comment on dit, mais je me prétends un petit peu tout. Donc par abus de langage, des fois je dis sketch aussi, alors que c'est un stand-up. Parfois je vais dire un stand-up alors que c'est un sketch-up. Donc. Mais à avoir beaucoup réfléchi à ces formats-là, je suis pas dans le seul en scène, qui est vraiment pour moi est une pièce de théâtre ouais. à une personne, interprétée par une personne qui peut interpréter des personnages après. Donc je dirais oui, stand-up, mais avec une appétence et un héritage d'une époque où on faisait des personnages. Donc en fait, tu vois, je me suis même bridé sur le deuxième, sur Y, où j'ai gommé ce côté personnage, ce côté très expressif. Et en fait, c'est dommage parce que. Enfin, j'en faisais quand même, mais beaucoup moins que sur Entropie. Et Entropie, il y a beaucoup de gens qui ont vu le premier ou qui même ont vu le deuxième, Y, et ont vu Entropie, et m'ont dit waouh, la différence c'est que tu reviens où tu fais, parce qu'ils ne savaient pas que j'en faisais, des personnages. Et ça, c'est cool. Il y a beaucoup d'acting, c'est beaucoup plus vivant que le premier. Et moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à jouer Entropie que je n'avais à jouer Y, notamment en fin d'exploitation, comme là. À l'heure où je te parle, il reste 7 semaines donc une dizaine de dates d'Entropie, dans cette dernière à l'Olympia, et j'ai toujours plaisir à jouer Entropie. Parce qu'il y a des séquences de jeu qui sont pas que du stand-up et du voilà, de van. Il y a vraiment des trucs où je fais des mimiques, où je joue, où je fais des voix. Et c'est pas non plus un spectacle à les années 90 où tu as des tableaux, voilà, allez, pour citer quelqu'un que j'adorais, que j'admirais beaucoup, qui nous a quitté récemment, Bruno Salomon. Et voilà, et ça n'a rien de péjoratif dans ce que je dis, évidemment, sinon je ne me permettrais pas de l'associer à ça dans ce contexte, mais c'est empreint de ça. Mais ouais, je teinte beaucoup de cette façon de jouer, et même mon stand-up, le mien en tout cas, mon clown, parce que c'est de ça qu'on parle quand on fait du stand-up, c'est du clown. Même le mec qui est derrière son micro et qui a une voix monocorde, c'est sa façon d'être. C'est un clown. Blanche Gardin ou Thomas Wiesel, qui sont deux monstres du stand-up, ils ont un jeu très sobre, mais c'est leur clown, leur manière d'être. Mon clown est, on va dire, est en apparence plus coloré dans le jeu, plus musical, plus les yeux qui s'écarquillent, ça doit en agacer certains, mais c'est ma manière d'être. C'est un héritage, et là ça va chercher dans les origines l'enfant que j'étais, ça va chercher dans peut-être aussi une fragilité sur scène qui fait que j'ai des tics de langage, mais que j'assume pleinement aujourd'hui. Mais voilà, tout ça fait que dans ma manière de jouer, c'est assez baroque, et voilà, donc on peut se dire, bah ouais, le mec joue, et donc il est trop sketch, il est pas assez posé pour être stand-upper, mais j'espère que les stand-uppers ne jugent pas qu'on est stand-upper, on regarde cette caricature du stand-upper à moitié adossé sur son pied de micro, et qui tient son micro comme on tient un stylo en bas pour dire, moi je suis super à l'aise avec cet objet. Non, il y a 15 000 manières de l'être, mais ouais, je fais du stand-up aussi dans le sens où je casse le quatrième mur, clairement, et je m'adresse au public, je m'octroie des moments d'impro qui nourrissent le spectacle. Donc c'est un peu tout ça, et je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de barrière de frontières. Mais oui, seul en scène, c'est à part. C'est vraiment un exercice à part, et qu'on va voir différemment. On accepte quelque part qu'il y ait un côté un peu plus grave peut-être et plus touchant. Quoique. Tout ça c'est de la scène, c'est du spectacle. Donc je suis en train de te dire un peu n'importe quoi. Mais oui, moi je fais une distinction quand même. Okay. J'arrive à faire la distinction des deux. Bah, comme tu parlais d'improvisation, j'avais une question là-dessus justement sur les plages d'improvisation qu'il y a dans tes spectacles. Comment est-ce que tu articules ton écriture autour de ça? Est-ce qu'il y a dans le texte un blanc qui indique là je vais faire une impro où ça sera pas mal, ou ça intervient en fonction de ce que tu ressens sur scène? Est-ce qu'il y a un canevas que tu suis? Comment ça se passe? Il y a de l'impro prévu, mais c'est-à-dire que donc là en effet il y a un blanc dans le texte, elle a écrit entre deux crochets impro, mais par contre je sais pas ce qui va se passer dans ce moment-là, donc c'est vraiment de la vraie impro, mais c'est de l'impro impro stand-upper, hein, c'est-à-dire que tu t'adresses à quelqu'un, c'est de l'impro un peu facile dont on use et abuse nous humoristes, parce qu'on est sur scène, on est dans la lumière,
On s'adresse à quelqu'un qui n'a pas du tout prévu de parler, même si maintenant les gens savent que s'ils viennent en doudoune sans manche, ils ont plus de chances d'être interrogés. Ou il y en a, je crois, au spectacle de Redouane qui venait habillé au premier rang pour se faire insulter, quoi. Enfin, c'est pas mon truc, mais bon, voilà. C'est ce qu'a su magnifier Redouane. Mais en ce qui me concerne, oui, il y a des plages comme ça. Et donc là, c'est prévu. Et une fois le spectacle ficelé, même, elles sont prévues. Et ce qui émane, ce qui sort de cette impro, il est prévu de le replacer à certains moments. Donc après, mon cerveau doit faire l'effort de se souvenir de ce qui a été dit, d'aller choisir les bons candidats parmi ceux que j'ai interrogés pour aller replacer le métier d'un tel à tel endroit ou tel ref et tout. Et ça crée un moment unique, quoi, parce que les gens se disent ouais, ça ne peut arriver que ce soir-là, quoi. C'est un côté private joke que les gens adorent. Et après, les impros, les vrais de vrais, ce que tu n'écris pas, tu dois gérer l'imprévu. Je sais pas moi, t'es en café-théâtre, un verre tombe, une personne se lève, un mec a un rire bizarre, quelqu'un t'interrompt, et tu dois crever l'abcès. Tu peux pas laisser ça peser tout le temps. T'as des gens pénibles, t'as un groupe d'ados qui sont, j'ai pas envie de dire pénibles, qui ont pas forcément les codes du spectacle, mais qui arrivent à 30 et qu'on met au premier rang ou qu'on met au fond et qui saoulent. Ou pas, ou qui juste ne comprennent pas tes codes parce que tu as 30 ans de plus. Et il faut faire avec. Et au fond, chaque spectacle est une impro, dans le sens où chaque spectacle c'est une nouvelle salle, un nouveau contexte. Et tu dois être très. L'impro, c'est pas une question de créer des choses que tu dis, c'est une question d'écoute. C'est avant tout une question d'écoute, c'est ce que vont te dire tous les improvisateurs. Et au fond, un humoriste ne peut pas juste arriver et débiter son texte, il doit être à l'écoute de comment il est au moment où il joue, de qui il a en face, de où il joue, dans quel contexte, quel actu il joue. Et ça, c'est de l'impro, quelque part. C'est pas juste un texte que tu... C'est peut-être ça la différence entre un seul hors scène et un stand-up. C'est que forcément, tu dois sortir et adapter ton jeu un peu. Au début, on me disait beaucoup, mes premiers metteurs en scène me disaient, parce qu'ils venaient du clown et du cirque beaucoup, ou très acting, tu dois pas sortir de... Tu as un truc, ton texte, on a une mise en scène, tu t'y tiens. Et c'était un bon conseil dans le sens où quand tu débutes, tu t'accroches à ce que tu as, quoi. Mais une fois que tu possèdes ce que tu as et que tu as un peu plus de bouteilles, t'accroches à ce que tu as et ce que te donne le contexte. Et ça, c'est de l'impro. Même si tu ne sors pas, en guillemets, du texte, c'est de l'impro. Parce que dans la manière d'amener les phrases, dans la manière d'inclure plus ou moins des personnes qui semblent larguer, des personnes âgées alors que tu as des refs de jeunes, ou des personnes ados alors que tu as des refs de vieux, ça, c'est de l'impro. Et c'est pas dans ce que tu vas inventer. C'est dans la manière d'inclure les gens. Donc oui, on est en improvisation tout le temps. Alors j'ai eu le sentiment, mais ça c'est mon sentiment, en allant voir Entropie, de me dire que ta spécificité, c'était une sorte d'humour intelligent. Non mais ça c'est mon point de vue, qui n'enclenche pas forcément des fous rires à se taper sur la cuisse systématique, mais qui apporte une réflexion à partir de l'humour. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est la manière, tu le ressens aussi quand tu écris un spectacle? Est-ce que tu te dis tiens, ma spécificité, elle se tient là, dans cette manière d'écrire là? Alors c'est une étiquette qui me colle à la peau et que j'apprécie. Je le prends pas mal. Ouais, vas-y. Mais que j'apprécie pas forcément à différents égards. Alors premièrement, déjà, je vais pas défendre mon bout de gras, mais je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à mes spectacles, à moins que tu sois venu à une mauvaise, ça peut arriver. Mais ça arrive fort et souvent quand même. Il y a des passages pas très longs, en effet, il y a pas du discours, mais des passages assumés de fond où on cherche pas à faire rire. Mais si tu regardes, moi je pense que j'aimerais pas mon métier si ça riait du nez, quoi. Et il y a peut-être des dates comme ça, mais globalement... Oui, je dis pas ça, c'est juste, tu vois, c'est pas l'envie de faire une vanne toutes les minutes, tu fais un truc très minuté, très machin, j'ai pas ressenti ça en tout cas. T'as pas ressenti ça, c'est-à-dire que tu l'as peut-être pas vécu comme ça, mais finalement, c'est pas pensé que comme ça, mais le résultat voulu est celui-là, et 95% du temps, c'est celui-là, c'est-à-dire que ça rit toutes les 30 secondes. Je vais pas jusqu'à mesurer le nombre de vannes par minute, mais ça rit fort et ça rit beaucoup, quand même.
Oui, mais je dis pas que ça arrive pas. Oui, C'est je tiens à juste préciser. l'impression que ça serait plus diffus. J'ai l'impression Après, que c'était, ouais. chacun le prend comme il veut et peut-être que j'ai un public qui est friand de cet humour qui peut-être fait sourire ou pas rire 95% de la population qui se retrouve dans ça et qui vient pour ça c'est possible. Et j'espère pas, parce que vraiment, ça c'est un autre sujet, mais j'espère et j'aspire à rassembler un maximum de monde, mais j'ai conscience que j'ai pas un humour grand public. Et c'est en ce sens qu'on va dire que mon humour est entre guillemets intelligent. Et j'aime pas trop ce terme parce que déjà pour moi c'est un pléonasme, humour intelligent. Il y a de l'intelligence dans l'humour. C'est le signe même de l'intelligence humaine, je pense. À l'état brut, à l'état instantané. Je rabâche ça, cette idée-là, mais que c'est la preuve qu'un message est passé. Quand on rit, c'est la preuve qu'on a fait passer un message dans l'instant. Dans le sens où 10, 20, 1000 personnes, 2000 personnes rient à l'unisson à un truc qu'elles ont entendu et dans la microseconde, sans se concerter. Donc pour moi, c'est vraiment le chemin, comme dirait Chaplin, le chemin le plus court entre deux individus, c'est le rire. Et ça, c'est un signe d'intelligence, quel que soit ce qui fait rire. Après, il y a en plus de ça, donc ça déjà, c'est un signe d'intelligence, déjà, l'humour en soi, même si je baisse mon froc et que ça fait rire, il doit y avoir de l'intelligence dans ça, je sais pas, ça. En tout cas, quelque chose de profondément humain et qui fait que si on se prétend intelligent, c'est par rapport à quelque chose et c'est peut-être par rapport à un caillou ou un chien, quoi. Le chien, tu peux baisser ton froc devant lui montrer tes fesses, il rira pas, quoi. Donc, quelque part, voilà, c'est un peu un degré de... Si être intelligent, c'est se reconnaître entre deux individus en tant que deux êtres humains et que l'autre rigole, c'est un code. C'est pour dire, ouais, ok, j'ai la ref. T'as montré tes fesses, je ris, j'ai la ref. Donc, c'est que déjà, tu percutes à quelque chose. Il faut un peu plus d'ambition après. Et même après, moi je trouve que c'est ce terme de humour intelligent, je trouve ça un peu... Ça dénigre un peu des gens pour qui moi j'ai beaucoup d'admiration et qui pratiquent un humour populaire qu'on a tendance à dénigrer et maintenant l'humour est devenu un signe de distinction. Chez les stand-uppers, beaucoup, tu vois, même les gens qui vont faire des blagues basiques et entre guillemets que je trouve de manière très snob pas intéressante parce que ça va parler de choses plates du quotidien est parmi dans un contexte plus intéressant. Et ben il y a un snobisme chez ces mecs là parce qu'ils vont prétendre que eux ils font de l'humour moderne, avec des refs voilà, de leur époque qu'il faut avoir et où pour les comprendre il faut avoir vu telle série, etc. Et moi je trouve ça un peu présomptueux, un peu prétentieux de leur part ou de notre part de dire qu'il y a un humour intelligent et un humour un peu prétendument bête sous prétexte qui fait rire les foules, donc en sous-entendu les masses, monsieur tout le monde, monsieur qui regarde CNews, quoi. Et au final ça contribue à cliver, mais c'est un droit qu'a tout le monde de rire. Après il y a des choses lourdes, c'est sûr que moi après l'humour raciste me fait pas rire, mais je pense que humour raciste pour le coup c'est pas une oxymore, il y a pas une once de paradoxe là-dedans, c'est-à-dire que après que quelqu'un rit à une vanne raciste, pour elle, cette personne, c'est de l'humour. Donc il y a cette intelligence, cette connivence qui relève de je te montre mes fesses, je rigole, d'accord ? Après, cette personne est peut-être bête. Dans le sens où elle n'a pas capté que la chose était raciste. Et la personne qui aimait la vanne, parce qu'elle fait la blague chaque soir, sans se rendre compte que la blague est raciste. Et donc il y a de la bêtise après dans ce qu'on propose, évidemment. Et il y en a chez chacun, hein. Je pense que même moi dans ce que je fais il y a peut-être même une part de racisme, qu'est-ce que j'en sais moi. Parfois je fais l'accent indien à un moment donné dans mon spectacle, oui certainement qu'il y a une part de ça, mais c'est pour dire que humour intelligent, voilà, c'est un terme un peu vite dit. Donc après voilà, la troisième raison qui fait que je trouve ça un peu embêtant, c'est que voilà, je suis un peu étiqueté humour intello recherché, donc après voilà, ça me rend la tâche un peu dure parce que mais je le cherche, j'appelle mon spectacle Entropie. J'ai longtemps prétendu être l'humoriste LinkedIn,
j'ai un côté un peu excluant de fait, donc je me rajoute des contraintes qui fait que bah ouais, de l'extérieur, des gens qui ont envie de se faire une soirée peinard et pas se prendre la tête, ils vont se dire bah j'ai pas envie d'aller voir ce mec quoi. Mais finalement mon humour est fait de plein de petites choses du quotidien et plein de ces petites vannes que je m'envoie chaque jour en marchant dans la rue ou en me brossant les dents et qui sont ultra basiques quoi. Et d'ailleurs si tu regardes, je me disais tout à l'heure, ouais je suis étiqueté humour intello, tu regardes mon feed, il y a beaucoup de dribbles de footballeurs, de mecs qui jouent au tennis et de vidéos blast qui s'alarment de l'état du monde et je sais quel autre podcast France Culture. Mais on est tous faits de tout quoi. Pour moi, c'était surtout par rapport aux thématiques que tu Et les utilises, thématiques qui sont effectivement différentes. Mais les thématiques aussi, si tu regardes, je vais parler de la même chose que d'autres. Je vais en parler différemment, je vais l'aborder différemment. Et oui, c'est sûr que. Mais la thématique du spectacle, c'est pas l'entropie. La thématique du spectacle, c'est mon smartphone me rend fou, le réchauffement climatique m'angoisse. Au moins la moitié des humoristes abordent ces thématiques. Je galère face aux appareils. Beaucoup de gens parlent de leur galère du quotidien, tu vois. Donc au final, mes thématiques au sens propre sont pas très enfin, rien d'extraordinairement. Oui, j'organise le bac philo, mais je suis pauvre culturellement en ref philo, tu vois. Après, j'aime bien, oui, essayer d'élever certains sujets. Ça dépend de ce que tu fais du sujet après. Peut-être que là, oui, j'espère, et je prétends pas être le seul, amener des questions, amener un sujet vers quelque chose d'intéressant. Mais limite, l'humoriste, et d'ailleurs, généralement, il fait pas rire celui-là. Ça, c'est en général, et je sais pas s'il y en a, mais théoriquement, l'humoriste qui fait juste sourire, à partir de sujets très perchés et très intellectuellement, en général, il a du mal à provoquer le rire parce que c'est pas. Parce que justement, il y a pas de marge, quoi. Le point de départ est très complexe. Donc, déjà, ne serait-ce que pour se faire comprendre, c'est compliqué. Ce que je trouve qui relève de la prouesse intellectuelle, c'est de partir d'un truc ultra basique et de l'emmener vers des sphères et des débats politiques et rendre politique tout. Les gars de Nova sont très forts pour ça. Partir d'un truc qui relève de rien et en faire un truc politique. Par exemple, pour ne citer que, mais c'est un peu ça. Et quand tu donnes une autre dimension à un slip, là ouais, là c'est une démarche intellectuelle. C'est dire je veux pas rester à ça. Et c'est la différence entre le stand-upper qui va parler de son nombril et celui qui va aller soit élargir vers des thèmes sociétaux, soit qui va aller creuser en lui et aller trouver le truc noir qui est en lui, ou les paradoxes, voilà, Fraissinet, c'est ça quoi. Fraissinet, il arrive, il démarre son spectacle en parlant de la viennoiserie, de la boulangerie, du mec qui fait des viennoiseries, bah, je divulgue pas le truc, mais de croissants qui ont une certaine forme, et qui est un truc complètement débile. Et il parle de ça, et il te lâche pas pendant 1 heure. Ça, c'est une démarche, ça, c'est de l'humour intello. Est-ce qu'on dit que Fraissinet est intello ? On dit qu'il est philosophe, mais on dit qu'il est barré, on dit qu'il est tellement grand ce gars que voilà. Tout, mais c'est pas un mec qu'on va étiqueter intello comme Haroun. Haroun va dire c'est un humour intello, mais lui non plus, il est pas que intello quoi. Il parle de choses du quotidien et il va les rendre intéressantes. Autre exercice d'écriture que tu as, c'est l'écriture d'un livre. Tu as écrit le petit précis de culture bullshit aux éditions Le Robert. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette étape d'écriture qui est complètement différente, j'imagine, que celle d'un spectacle ou d'un sketch ou d'une chronique ? Je peux en parler longuement parce que je suis bavard, mais je vais pas en dire grand chose dans le sens où déjà ça a 3 ans. C'était pour... je sais pas si je le referai. Parce que d'ailleurs les éditions Le Robert me tannent pour que je ressorte un livre sur d'autres thématiques comme ça, parce qu'ils avaient bien aimé, j'avais adoré la collaboration, mais c'est très fatigant d'écrire un livre. Un livre comme ça que j'appelle, de manière très dévalorisante pour moi, un livre de chiottes. C'est un livre à liste, tu vois, c'est un livre, tu lis des pages, des fois il y a 3 mots, des fois il y a des chroniques. Et c'était très dur, c'était très intense. C'était tellement dur que j'ai oublié parce que j'ai concentré l'écriture sur 2 mois, je crois. Et même 2 mois, dont 3 jours où je suis allé m'enfermer à la campagne et j'ai écrit la moitié du bouquin comme ça. Là, j'ai écrit, voilà. Il doit y avoir une 50aine de chroniques quand même. De chroniques qui, si elles étaient lues à la radio, feraient 2 minutes, quoi. C'est énorme. Je me suis mis en apnée et j'ai écrit ces trucs. Ce qui a facilité l'écriture de ce livre, voilà, petit précis de culture bullshit, je remets les choses dans leur contexte. J'avais ce spectacle Y,
qui a un peu pris forme pendant entre guillemets, ma micro-révélation sur LinkedIn, où j'étais vraiment là pour le coup l'humoriste d'école blanc, que je suis un peu resté maintenant, et je l'assume, et c'est très bien comme ça. Mais j'avais beaucoup croqué le milieu de l'entreprise, et donc cette novlangue et ce langage bullshit. J'avais notamment fait un sketch, un prof de franglais, S-bullshit, donc voilà, qui s'était inventé une culture bullshit et une langue qui prétendait qu'il existait une civilisation bullshit. Et l'idée du livre est partie de là. Là, pour parler en termes d'écriture pure, on est sur quelque chose de très anglais, anglais A-N-G-L-E, avec un angle clair, évident, un prof d'université qui prétend qu'il existe une civilisation bullshit. Et en fait, l'angle est parfait. C'est-à-dire que dans le sens où, quand on dit angle, c'est vraiment, il faut le voir au sens mécanique du terme. Il y a une pente, tu mets une bille, et elle descend toute seule. Tu tires un fil, il se tire tout seul parce que c'est évident. Tu vois les choses sous un certain angle aussi, qui est logique, qui correspond à la logique d'un gars. Et sous cet angle, tu peux écrire tout ce que tu veux. Et donc là, forcément, qui dit civilisation dit qu'il y a une tradition culinaire, une manière de s'habiller, la doudoune sans manches. Il y a un sport, le hackathon. Il y a une poésie. Alors, c'était des haïkus bullshit, voilà, de gars qui écrivent des petits poèmes comme ça, à l'aune de la vie en entreprise et de ce langage surfait, qui est celui de l'entreprise. Je sais plus ce que j'ai mis dans le livre, mais il y a des sections, quoi. Donc, c'est, voilà, les monuments, je sais plus ce que c'est une espèce de panthéon, qui est une espèce de coworking, je sais plus ce que j'ai mis dedans, mais bref, c'était assez facile. Quand tu as un angle pour écrire, c'est facile. Les meilleurs sketchs, c'est les sketchs où il y a un angle, un point de vue, et en fait, quand tu l'as trouvé, ça vient tout seul. Ça vient tout seul parce que ça correspond à un regard qui est logique. Et donc après, il suffit juste de mettre les gens dans ta logique, et c'est parti. L'exemple même de ça, c'est le sketch de Gad Elmaleh. J'ai commencé à fumer. Bah ouais, l'angle, c'est le contre-pied du mec qui arrête de fumer. Et après, ça va tout seul. Il fait 14 minutes sur ce sketch. Et je n'ai jamais discuté avec Gad, mais je suis sûr, 95% de chances que c'est l'un des sketchs qu'il écrit le plus vite, quoi. C'est un truc, une fois, on le trouve entre potes, des fois on trouve un angle, on trouve un délire, et quand on est dans ce délire, les vannes, elles fusent, quoi. Bah voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'écris le petit précis de culture bullshit, qui a fait rire certains à qui ça parle, qui sont rentrés dans mon délire, ou qui étaient déjà dans mon délire. Pour ton panthéon d'auteurs qui font aussi du stand-up, entre guillemets. Ah ouais, c'est des auteurs de stand-up, alors non, je les lis pas, parce que leurs textes sont pas disponibles, mais les humoristes, c'est un peu par période, mais tu vois, là, récemment, j'ai découvert Fraissinet, Roman Fraissinet, je trouve ça très fort. Et c'est vraiment quelqu'un que je serais prêt à disséquer, pas pour l'imiter, mais je serais intéressé de savoir comment il travaille, ce gars. Après, moi, je les admire tous, dans le sens où ce sont des gens qui ont réussi à forger une identité qui leur est propre. Et donc, je les admire tous, mais ne veux en imiter aucun, dans le sens où j'ai envie de leur ressembler en ayant mon identité. Et dernière question, quel conseil tu pourrais donner à des auteurs qui voudraient se lancer dans l'écriture d'un seul en scène ? Écrivez quelque chose. Essayez de pas trop penser à comment vous allez être jugé, si ce n'est quand même chercher à faire rire, ce qui est une forme de jugement. Mais même pas, je suis pas sûr, parce qu'un rire, est-ce qu'un rire est un jugement ? Je suis pas sûr. Ou alors c'est un jugement mais ultra rapide, quoi. Mais est-ce que ça relève encore du jugement ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu instinctif dans le rire ? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais. Cherchez à faire rire, mais n'ayez pas peur d'être jugé sur ce que vous dites, sur votre opinion. Surtout si vous pensez sincèrement, et cette opinion-là, si vous l'avez vraiment, allez-y, quoi. Mais écrivez et puis confrontez votre écriture à un regard, à des regards, à des oreilles, à des personnes, à des salles, quoi. Merci Karim. Merci à toi, Julien. Cet entretien a été réalisé le 22 avril 2026 au sein des locaux de l'agence de relations presse Switch Agency. Je remercie une fois encore Mathieu Clé et son équipe pour avoir pu mettre en place cette entrevue, et Karim évidemment pour sa bienveillance et le temps qu'il m'a consacré. En attendant de l'applaudir dans son prochain spectacle, il sera sur la scène de l'Olympia le 7 juin 2026 pour la dernière d'Entropie.
N'oubliez pas d'aller au théâtre et pourquoi pas, lisez-en, cela peut être très intéressant.